La sucrerie podcast. L'éducation, c'est ce sur quoi on va construire nos liens les uns aux autres. Bienvenue dans Ça va aller. Je suis Tatiana Benamou. Je suis Laura Larman. Et dans ce podcast, on va discuter avec la psychanalyste féministe Catherine Grangeard des grands questionnements de notre société, auxquels chacun et chacune peut être confronté au quotidien. Dans cet épisode, nous allons parler d'éducation à la sexualité à travers nos expériences et l'expertise de Catherine. Ça va aller est un podcast produit par La Sucrerie. Il a été imaginé par Catherine Grangeard, réalisé par Tatiana Benamou et Laura Larman. Le mix est de Dimitri Benamou. Pornographie, violence sexuelle, égalité homme-femme, ces cours permettent d'amener les élèves à se questionner sur ces grandes problématiques. Ce qui est sûr, c'est que l'éducation à la sexualité, au consentement, ça doit se faire dès tout petit. Il est temps que l'école s'en occupe pour pouvoir délivrer des messages sur le respect que l'on doit soi aux autres. Attention, certains sujets abordés pourraient heurter votre sensibilité. Pour vous protéger, je vous invite à vous référer à la description de chaque épisode avant écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Tatiana et Catherine et on va parler d'éducation et plus particulièrement d'éducation à la sexualité. Catherine nous a amené un article qui parle de ce sujet-là pour montrer à quel point c'est vraiment une thématique très ancrée dans l'actualité aujourd'hui. Oui, bonjour. Début mars, des organisations ont saisi la justice pour faire respecter la loi prévoyant 3 séances annuelles de l'école au lycée d'éducation à la sexualité. Alors, si une loi a été votée, vous imaginez bien qu'il y a eu tout un débat pour mener à cette loi, on peut s'interroger sur pourquoi il y a des problèmes de réalisation d'éducation à la sexualité. Je vais vous donner quelques chiffres. D'abord, cette loi, est-ce que vous la connaissiez ? Alors moi, j'en avais entendu parler, mais je ne sais pas exactement tout ce qu'elle comprend, quoi. Elle date de 2001. Et donc, du coup, je ne sais pas si dans le cours de votre scolarité, vous avez eu ces 3 séances annuelles qui doivent permettre de discuter de sexualité. On n'est pas en SVT. On a des associations qui devraient intervenir dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Eh bien, dans les faits, nous ont rappelé les associations qui attaquent l'État, seulement 15% des écoliers et des lycéens et 20% des collégiens bénéficient de ces prestations d'éducation à la sexualité. C'est vrai qu'en 2001, moi j'étais au collège et je me souviens pas avoir eu d'intervention de qui que ce soit. Ouais, moi j'ai été aussi au collège après la loi. Alors moi j'étais dans un collège privé catholique, donc évidemment nous n'avons absolument rien eu. J'ai souvenir d'en avoir eu, je crois, 1 ou 2, justement par le planning familial au lycée, mais c'était vraiment. Alors c'était pas mal, hein. C'était vraiment. Ils nous avaient montré toutes les méthodes de contraception. C'était évidemment très hétérocentré, mais j'en ai eu une, quoi. Dans toute ma scolarité. C'est vrai que maintenant que tu le dis, au lycée, il y a eu un cours sur la contraception. Théoriquement, l'éducation à la sexualité telle qu'elle est conçue pour les enfants collégiens et lycéens, c'est de réfléchir ensemble à la sexualité, à ce qu'est la sexualité, à comment elle se pratique. Et évidemment, on va aborder des notions comme le consentement, comme le respect, comme le sexisme. Et donc tout ceci est hyper important parce qu'au travers de l'éducation à la sexualité, on ne va pas parler contraception seulement. On va parler de ce que sont les rapports entre 2 êtres humains qui peuvent avoir une vie sexuelle. Et ça me paraît très important à réfléchir. Parce que l'éducation, c'est ce sur quoi on va construire nos liens les uns aux autres.
la relation sexuelle ne peut pas être envisagée si on n'a pas bien conscience de deux altérités. Sinon, on reproduit des choses pas forcément extraordinaires, mais qui culturellement semblent être les modèles. Et c'est ça où l'éducation va être super utile à tout un chacun dans la construction de sa vie, mais surtout, bien évidemment, à des gens qui n'ont pas, dans leurs milieux familiaux, la possibilité d'échanger, la possibilité de se documenter. Vous savez, comme moi, certainement, que l'accès à la pornographie démarre extrêmement tôt. Moi, j'ai souvenir que le premier porno qu'on m'a montré, j'avais 11 ans. C'est ça. Et ça m'avait traumatisée, parce que on me l'a vraiment montré quasiment sans mon consentement. J'étais chez une amie qui m'a dit « Oh, regarde ce que j'ai trouvé sur l'ordinateur de mon frère ». Elle m'a montré quelque chose qui m'était d'une violence pas possible, surtout pour quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à ça. Et je suis rentrée chez moi, j'étais traumatisée, j'ai pleuré. Et à chaque fois après, pendant des années qu'il y avait une scène très rapidement érotique, même des gens qui s'embrassaient dans des films, je me cachais les yeux, je partais dans ma chambre. Ça m'a traumatisée. Et effectivement, le fait que ce soit ça, souvent les premiers accès à la représentation de la sexualité, de l'érotisme, etc., c'est d'une violence pas possible. Et ça bousille toute représentation et toute éducation, quoi. Et parce qu'après, tu vas croire que c'est comme ça qu'on fait. Du coup, les premiers moments intimes avec une personne, elles vont être complètement biaisées. Et que ce soit dans les pornos ou dans les films grand public, ce qu'on nous montre, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est vrai que si on n'a pas des gens autour de nous pour nous le dire, on ne peut pas le deviner. Voilà. On s'en rend compte plus tard. Si cette loi en 2001 est arrivée, c'est-à-dire si des tas de conversations ont abouti, donc il y a déjà plus de 20 ans, à une législation, c'est parce que le porno est quelque chose qui existe, qui est en accès absolument non réglementé. Et donc, des tas d'enfants, à partir de l'âge de 11 ans, c'est une moyenne, ont accès à des films porno alors qu'ils ne sont pas du tout formés pour prendre une distance. On a besoin de parler de sexualité et de parler de pornographie en disant attention, ce que vous verrez un jour, pour les petits, pour ceux jusqu'à la fin du primaire, c'est-à-dire 10 ans, les prévenir que ce n'est pas ça. Que c'est du cinéma, en fait. Parce que moi, je trouve que le porno, sur plein d'aspects, peut être intéressant, parce que aussi c'est un miroir de nos sociétés, de tout ça. Que aussi, il y a beaucoup le fait qu'il y ait toutes les plateformes de streaming de pornographie qui existent, laisse aussi la place à un porno, on va dire, plus amateur, et donc qui essaye de montrer des représentations, parfois, je dis vraiment parfois, c'est rare, mais plus réalistes. Il y a aussi du porno féministe qui existe et qui est hyper intéressant, mais c'est du cinéma et il faut le voir avec un œil éduqué, en sachant ce que ça représente, dans quelle industrie ça a été produit, et que c'est de la fiction. La plupart du temps, c'est de la fiction. Sauf qu'un œil innocent, moi je le compare un peu à un enfant de 6 ans qui va voir un film d'horreur et qui va pas comprendre que c'est du faux sang, que c'est du cinéma et que les gens ils sont pas vraiment morts. Je trouve que je fais un peu ce parallèle-là de quand on n'a pas cette éducation et qu'on est trop jeune pour prendre du recul face à ce qu'on regarde, ça peut avoir beaucoup de dommages, quoi. Bien sûr. La sexualité, c'est quelque chose qui intéresse les enfants depuis toujours. Lorsqu'ils sont petits, ils découvrent leur corps, ils découvrent que des caresses leur font de l'effet. Et ça, le bébé sait bien que selon l'endroit du corps où il est en train de se toucher, ça n'a pas le même effet. Donc du coup, la sexualité, si on n'en parle pas, ça devient mal, ça devient tabou. L'éducation à la sexualité, moi je m'interroge pourquoi ça paraît si peu important. Alors que chaque être humain a à voir avec sa propre sexualité. Donc déjà, c'est quoi ce tabou ? Question numéro 2, est-ce que les adultes auraient du mal à parler avec des enfants, et quels que soient leurs âges, de sexualité ? Comment on leur dit, écoute, tu fais tout ce que tu veux, mais en public, non ? Comment on leur dit, il faut faire attention à certaines personnes sans qu'ils n'aient plus confiance en quiconque ?
il y a aussi des individus gentils parfois. Donc, etc., etc., etc. Donc, l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui me paraît absolument indispensable pour qu'il n'y ait pas ce tabou sur la sexualité, sur le corps, sur le plaisir, sur le rapport à l'autre, pour introduire de la confiance. Parce que, ensuite, sinon, les garçons vont se mouler dans des rôles sociaux qui leur paraissent être ceux des garçons. Les filles vont se mouler dans des rôles sociaux qui leur paraissent être ceux des filles. Et ainsi, il y a une reproduction qui n'est pas absolument excellente. Voilà pourquoi, au travers des âges, que les adultes apprennent à parler de sexualité, ça me paraît très important. Mais le fait que cette loi ne soit pas clairement, les chiffres que tu as dit montrent bien que ce n'est absolument pas respecté. Je trouve que ça souligne bien plusieurs choses. Premièrement, un puritanisme quand même ambiant en France qui est clairement hérité d'un héritage chrétien, principalement, en tout cas religieux, de la sexualité, c'est mal, Adam et Ève, etc. Ça nous conduit à notre père, donc il y a cet héritage-là, et il y a aussi le truc de si on leur en parle pas, ils vont pas le faire, donc voilà, sinon ça va les inciter. Moi, il y a par exemple des associations qui sont bien moins engagées positivement que les associations dont tu as parlé tout à l'heure dans l'article, qui luttent pour qu'on ne parle absolument pas des questions de genre et d'homosexualité dans les écoles, parce que sinon ça va leur mettre des idées dans la tête. Et je trouve que c'est un peu ça, si on fait la technique de l'autruche, ils vont pas avoir envie de coucher ensemble, ou ils vont pas s'interroger sur leur genre et leur sexualité. Sauf que c'est ridicule, et ça fait juste des enfants et des individus complètement névrosés. Complètement. Il y a une hypocrisie absolument redoutable. Parce que c'est pas parce qu'on ne leur a pas parlé de sexualité qu'ils n'ont pas couché ensemble depuis la nuit des temps. C'est hypocrite parce que l'accès à la pornographie est absolument mondialisé, et vous savez que c'est les clics les plus nombreux sur la planète entière sur le net. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie. En revanche, éduquer à la sexualité, ça fait tomber des idées reçues. Éduquer à la sexualité, avoir une conversation dénuée de tabous, ça permet une certaine liberté. Alors peut-être que les gens n'aiment pas les gens libres. Mais nous avons une loi qui a été votée, discutée, donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, on s'est dit il vaut mieux éduquer les gens plutôt que tous les méfaits du manque d'éducation dans la sexualité. Alors que ce soit au niveau contraception, etc., pour éviter les grossesses indésirées, pour éviter les maladies transmissibles, etc., que ce soit essentiellement dans le rapport des uns et des autres, introduire le respect à la fois entre les sexes, mais le respect de soi-même. Ça, c'est vraiment hyper important, parce que on sait quand même qu'il y a des gens, garçons et filles, qui se croient obligés d'adhérer à un modèle parce que c'est celui qui est le modèle dominant dans nos sociétés, et pire encore dans certains groupes de nos sociétés où il n'y a vraiment aucune liberté à l'égard du genre en termes sociaux. Il n'y a pas de liberté de se définir en tant que sujet. Voilà pourquoi remettre absolument l'éducation à la sexualité dans tous les établissements, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, afin qu'on ne dépende pas simplement de nos familles pour avoir une ouverture. Eh bien, écoutez, moi, je pense que ce serait vraiment faire œuvre d'éducation au sens le plus noble du terme, et je trouve que nous avons, pour la santé psychique des individus, parce que alors c'est vrai qu'en tant que psy, je peux quand même vous dire à quel point les dégâts de la sexualité mal vécue, mal acceptée, mal comprise, enfin c'est tous les jours, c'est tout le temps. Donc, moralité, c'est indispensable. Et en tant que personne queer, moi, je tiens à souligner que
moi j'ai grandi dans une petite ville, vraiment un bled, donc en termes de représentation il n'y avait rien, encore moins que dans les grandes villes où il y avait déjà pas grand chose il y a 20 ans. Maintenant ça va un peu mieux, mais on n'avait pas accès à tous les réseaux qui montraient, donc moi ça n'existait pas là où j'ai grandi, et je crois que je peux vraiment affirmer que si il y avait eu ces sujets-là et qu'il y avait eu des espaces de parole ouvertes où on expliquait que c'était une possibilité, et que la sexualité c'est pas juste entre un garçon et une fille, tous les deux cisgenres, qu'il y avait d'autres manières d'envisager l'amour, la sexualité et le genre, je pense que j'aurais gagné beaucoup d'années, parce que ça aurait ouvert au moins dans ma tête une forme de réflexion qui n'avait pas lieu d'exister avant, quoi. Mais alors ça, j'ai l'impression que ça fait encore plus peur aux gens de parler de ça. Non seulement les gens ont peur de parler de sexualité parce qu'ils veulent pas que leurs enfants fassent des choses trop tôt, mais alors parler du fait que tu peux aussi aimer un garçon ou une fille quand t'es du même sexe et tout, c'est pire. Bien sûr. Les gens, ils veulent justement qu'il y ait le moins possible. Enfin, je dis les gens. Certaines personnes ne veulent pas qu'il y ait trop de représentation parce qu'ils ont peur que ça donne des mauvaises idées à leurs enfants. C'est vrai que parmi les membres de la Manif pour tous, il y a aucun enfant qui n'est pas hétérosexuel et cisgenre. C'est vrai que c'est bien connu. Ils ont tout à fait tous hétérosexuels. Et en plus, tous dans un type de relation entre les uns et les autres extrêmement sain. Donc, vous voyez, moi, c'est ça que j'appelle hypocrisie. Complètement. C'est ça, c'est pas de parler qui crée les phénomènes. Donc, on a quelque chose à cesser de faire semblant de croire que c'est parce qu'on va en parler qu'on va créer des idées, etc., etc. Non. On va pas pervertir parce qu'on parle. On va juste permettre de réfléchir. Et donc, il y a des sujets, c'est presque les épouvantails, comme tu as dit, Tatiana. Et c'est ce que les plus réactionnaires mettent en avant en disant c'est pas la peine de perturber nos innocents enfants. Les innocents enfants découvrent à l'âge de 11 ans, nous vous l'avons déjà dit dans cet épisode, tout ce qui est pornographie. Parce que ça, c'est pas su, pas vu, pas commenté. Oui, et puis de toute façon, un enfant, quand il devient préado, il commence à découvrir son corps, il se pose des questions, qu'il regarde du porno ou pas. Il y a un moment donné où le sujet vient sur le tapis, une petite fille, tout d'un coup, ça a ses règles, etc. La masturbation, ça commence quand même relativement tôt. Donc si c'est quelque chose de tabou dans ta famille et que tu n'en parles que avec tes amis, ou même, souvent chez les filles, c'est tabou aussi de parler de ça. Beaucoup moins que chez les garçons, de parler de la masturbation, par exemple. Parce que moi, j'ai des histoires, mais alors partout autour de moi, et à chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Ah oui, mon pote faisait ça », de garçons qui se retrouvent entre eux et qui se masturbent ensemble, vraiment. Jamais arrivé entre filles, ça. Alors, j'ai pas eu l'occasion, personnellement. Et je trouve que, de toute façon, globalement, les garçons ont moins de problèmes avec ça. Oui, parce qu'il y a plus une fierté, il y a un truc de conquérant, il y a un truc de... C'est ça. On compare les tailles de pénis, de machin. Mais c'est pour ça que pour moi, je pense qu'en tant que parent, et je l'expérimenterai bien assez tôt, et j'espère que j'aurai les épaules, mais je pense que c'est important d'ouvrir sur le sujet, d'en parler avec les bons mots, de la bonne façon, avant que ton enfant découvre les pornos sur YouTube, enfin sur YouPorn ou sur... Oui, et je pense que ça favorise aussi l'accès à une sexualité joyeuse, parce que je trouve que cette culture de la honte casse un peu le fait que la sexualité, alors si on a envie de la pratiquer, parce qu'il y a des personnes asexuelles aussi qui n'ont pas du tout envie, qui n'ont pas d'attirance pour ça, et c'est encore autre chose, mais quand on a envie d'avoir accès à une sexualité, quand on est culpabilisé en permanence d'avoir du désir pour soi, pour les autres, on va on va accepter des situations qui ne sont pas de l'ordre de la sexualité joyeuse. Moi, j'ai un truc qui m'avait marqué quand j'étais petite, parce que pour le coup, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont parlé de sexualité, en tout cas de comment on fait les bébés, très jeune. Moi, je l'ai su très jeune, ils m'ont pas sorti des trucs de chou-fleur, de machin. Je l'ai su très tôt, bien avant mes amis, aussi parce que mon père est néerlandais et que dans les cultures du Nord, il y a moins ce tabou-là et on en parle plus. Mais donc, je l'ai su, je pense, vers
7-8 ans. Et moi, j'avais une meilleure amie qui était issue d'une famille très, très, très religieuse, avec beaucoup d'enfants. Et donc, vraiment, on n'en parlait pas. Et c'est moi qui lui ai appris, elle avait, je pense, 10-11 ans, que non, les bébés, ça ne se faisait pas comme elle croyait dans les Sims 1, où il se faisait un bisou et il y avait un enfant qui arrivait. Et du coup, elle avait très, très peur qu'un garçon l'embrasse parce qu'elle avait peur d'avoir un bébé. Et c'est moi qui lui expliquais à 10-11 ans, que non, c'était pas comme ça que se passait la reproduction. Et je pense que... Mais est-ce que tu lui as expliqué ce que c'était la masturbation féminine ? Alors ça, non, mais par contre, on s'est retrouvés des années après, et ce qui est très drôle, c'est que on a eu un chemin assez similaire et parallèle, parce que elle, maintenant, est une personne queer aussi, donc c'est intéressant de voir que, même en étant issue d'une famille très conservatrice, ça n'empêche pas, et le silence fait juste retarder l'accès à une forme d'épanouissement sexuel et identitaire, quoi. Nous avons des pulsions sexuelles, toutes et tous. Nous n'en faisons pas la même chose. Mais en revanche, il y en a qui sont tranquilles avec la sexualité, d'autres pas. Il y en a qui sont dans la domination, qui imposent des choses. Je parle pas de domination comme pratique. Dans la domination de l'autre, qui impose des choses en disant « mais ça c'est normal ». Mais ça, c'est comme ça. Or, quand tu as été éduqué petit, tu as des outils qui font partie de ta construction pour dire « non, mais ça, c'est n'importe quoi. Cette personne me dit ça, mais c'est faux. » Et ça te permet d'aller dans le sens où toi, tu as envie d'aller, non pas envie d'une façon superficielle, mais où tu es en accord avec toi-même. Et du coup, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Tu es moins déprimé, moins dans la culpabilité, moins dans tout un tas de difficultés. On peut l'éviter. Et c'est pour ça que cette loi a été votée. Et donc, j'insiste vraiment, on ne vote pas ce genre de loi à la légère. Parce qu'il y a des tas de résistances dans la société dont on vient de parler là il y a 10 minutes. Et ces résistances, elles ont toujours été. Il y a des établissements scolaires qui répondent « Oui, mais on a tellement de choses à enseigner aux enfants ». Écoutez, ça paraît quand même incroyable qu'on n'ait pas le temps de parler de sexualité. Ouais, surtout que c'est pas un cours par semaine, quoi. C'est une, 2-3 fois par an. Enfin, c'est pas ça, non plus. C'est ça. Donc, on peut réserver, disons, une demi-journée par trimestre en fonction de l'âge des élèves à parler de la sexualité, et on pourrait faire intervenir des gens dont c'est le métier, qui sont pas du tout mal à l'aise, parce que peut-être il y a des adultes qui sont professeurs et qui sont mal à l'aise, alors ils évacuent. Nous, on leur demande pas de faire des cours sur ce qu'ils ne maîtrisent pas, on demande juste aux directions des établissements scolaires qu'ils appliquent la loi. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur tête par rapport à la sexualité qu'on doit priver tous les autres de cette fameuse éducation. Il me semble qu'il y a une sorte de fantasme dont que tu as souligné tout à l'heure, Tatiana, de dire si on leur parle de ces choses un peu honteuses, un peu tout ça, on va les inciter à avoir tout un tas de pratiques. Alors ne parlons pas, ça va les empêcher. Ah bon? Parce qu'il se passe pas des trucs dans les chiottes, il se passe pas des trucs et des machins avec du harcèlement. Ah bah ça, ce serait nouveau. Donc moi, je dis, si vous voulez lutter contre le harcèlement, d'ailleurs on peut faire un épisode là-dessus, utilisez l'éducation scolaire à la sexualité. Si vous voulez lutter contre le fait que les filles se font traiter d'une certaine façon, et certains garçons, parce qu'ils seraient homo, d'une certaine façon, etc., utilisez l'éducation à la sexualité, et ça va éviter les conséquences. Que tout le monde pleurniche, oui, il y a du harcèlement, et il y a aussi du harcèlement en raison de la sexualité. Alors utilisons l'obligation scolaire d'éducation. Oui, et puis même je trouve que passer par l'école, c'est enlever un poids du dos des parents qui ont déjà vachement à faire en termes d'éducation. Et je peux entendre que chacun a son rapport à la pudeur là-dessus. Moi, je vois par exemple mon frère, il parle de sa vie sexuelle à mes parents à table, mais vraiment en détail. Et moi, c'est pas ma personnalité, j'ai pas envie de le faire. Mais lui, il est très décomplexé. Moi, je préfère le garder pour moi personnellement parce qu'on n'a pas la même personnalité et pas le même rapport à ça. J'en parle très librement.
moment, mais pas trop dans un cercle familial parce que j'ai pas envie. Mais en tout cas, il y a des parents qui ont une pudeur qui est, je pense, tout à fait entendable parce que eux-mêmes ont eu leur propre éducation et que bon bah voilà. Mais le fait que ça soit pris en charge par l'école, et ça leur enlève quand même une discussion qui est pas toujours très agréable pour eux. Si ça peut être porté ailleurs, j'ai envie de dire c'est pas plus mal quoi. C'est ça. On peut comprendre que certains parents ne se sentent pas à l'aise d'en parler, donc parlons-en à l'école. C'est vraiment le lieu et l'endroit, et ce sera justement des personnes formées qui vont le faire avec des bons mots et la bonne façon de faire. Donc, parce que des parents, même avec les meilleures intentions du monde, peuvent être maladroits, des fois, pas utiliser, comme tu dis, les bons termes, et du coup, provoquer un peu l'effet inverse. Donc, effectivement, si c'est des gens qui sont formés pour, normalement, on ose espérer qu'ils vont y aller de manière très bienveillante avec les bons termes. Oui, parce que n'oublions pas que nos parents sont aussi eux-mêmes des enfants qui ont été mal éduqués. Pardonnons-leur. Et du coup, il y aura une sorte d'égalité entre tous les enfants qui accéderont à une source d'information par des tiers, et ça ne dépendra donc plus des milieux familiaux, et puis du rapport de Pierre-Paul Jacques avec son papa et sa maman. Et donc, dans le biais de la conversation sur la sexualité, il y a le rapport à qui nous parle de sexualité. On peut ne pas du tout avoir envie d'en parler avec ses parents. On peut, pour des tas de raisons. Par ailleurs, je vais vous rappeler qu'il y a 10% d'inceste en France. Ça veut dire que dans une classe de 30, vous avez 3 enfants qui vivent l'inceste. Alors vous voyez l'information à la sexualité. Ça va permettre à ces 3 enfants d'entendre dire que ce n'est pas du tout normal qu'un membre de la famille touche, ou se fasse toucher, ou pénètre, ou se fasse pénétrer, etc., par ses enfants. Sur ce sujet-là, je tiens à conseiller l'excellent podcast de Louis Média, ou peut-être Une nuit, qui parle de l'inceste de manière très sensible et pas du tout voyeuriste. Donc si les gens ont envie d'aller explorer ce sujet qui est assez trigger et compliqué, je conseille vraiment ce podcast-là qui est d'une grande qualité. C'est vrai. Donc, vous voyez, dans l'éducation à la sexualité, on va aider certains enfants qui sont dans des situations très complexes et qui ne peuvent pas en parler. Tandis que là, on va ouvrir la porte, vraiment. Alors, ils n'en parleront sans doute pas en public, mais ils pourront aller voir les adultes des établissements scolaires en disant des choses qu'ils n'arrivent pas à dire. Voilà, moi j'y vois vraiment des tas d'intérêts, mais vraiment à tous les niveaux, et si peu d'inconvénients que, il me semble, les législateurs qui ont créé cette loi il y a plus de 20 ans en sont arrivés à dire « il le faut », et maintenant, ce n'est pas appliqué. Alors, c'est vrai que j'arrive même pas à savoir quels inconvénients ça pourrait avoir. Même en prenant du recul, j'arriverais même pas à visualiser les conséquences négatives pour certains élèves. Comme a dit Tatiana tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que si on parle des choses, on les fait plus. Oui, mais dans les faits, on voit bien que c'est pas le cas. Enfin, moi, on m'a beaucoup parlé d'hétérosexualité, c'est pas pour autant que je le suis, quoi. Ah, mais va expliquer ça aux gens. Alors ça, c'est un autre sujet. Hein. Ils ont des idées. Je m'interroge vraiment si ça peut malencontreusement à certains endroits avoir des conséquences négatives. Je sais pas. Là, pour le coup, je te rejoins, Catherine. Je pense effectivement que sur 1000 aspects, ça peut n'avoir que des choses bénéfiques pour les élèves, pour les parents et pour l'école, qui du coup deviendrait peut-être plus un endroit où on se sent en sécurité. Si on ouvre le discours sur la sexualité, qui finalement recouvre tellement d'autres sujets, peut-être qu'on se sentirait plus à l'aise à l'école et que ça deviendrait un espace safe complètement. Et on parle de communauté éducative. Eh bien, dans ces circonstances-là, les professeurs, les instituts n'ont pas à faire ces cours. Ce sont des associations extérieures. Prenons par exemple le planning familial, qui dépend des financements qu'on leur octroie. Les établissements scolaires, puisqu'il y a cette loi, vont recevoir de la part de l'Éducation nationale de quoi payer ces intervenants extérieurs. Donc les plannings familiales
et les autres associations vont recevoir, pour les cours qu'ils vont assumer, des financements, ce qui va leur permettre d'avoir plus de permanents, ce qui va permettre aux jeunes femmes qui ont besoin d'aller voir le planning, mais en dehors de la scolarité, d'avoir des interlocuteurs, et etc. pour toutes les associations. Donc, dans notre société, c'est une ouverture pour parler d'une façon saine de la sexualité. Merci Catherine. Je pense qu'on est sur une bonne conclusion. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez envie que nous abordions certaines thématiques, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram sur la page Ça va aller, le podcast. Ça va aller est un podcast produit par La Sucrerie. Il a été imaginé par Catherine Grangeard, réalisé par Tatiana Benamou et Laura Larman. Le mix est de Dimitri Benamou.